Bonjour Maxime. Bonjour Ablezan. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va, ça va. Bienvenue à tous dans ce nouveau format. Comme tu peux le voir, on lance un nouveau podcast qui s'appelle Promis, c'est pas ce que tu crois. L'idée, c'est de pouvoir raconter l'histoire de la région à travers les institutions. En plus, ça rime, c'est bien. Tu la retiens, Pauline? C'est bien. C'est bon, c'est nickel. Et comme premier invité, aujourd'hui, on reçoit Maxime du LOSC. Salut Ablezan. Ça va à tous. Ça va, très bien. Est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es? Alors Maxime Pousset, moi je suis rédacteur au LOSC depuis 2008 et puis je suis spécialiste et passionné de l'histoire du club et du patrimoine du LOSC. D'accord, ok. Donc, en gros, tu es la personne qu'il nous faut pour raconter l'histoire du club. Alors, on est plusieurs dans ce cas-là, mais oui, je peux en parler, ouais. Ok, d'accord. Modeste. Alors, t'es pas... Aujourd'hui, pour le premier épisode, c'est pas anodin que ce soit toi et le club qui soient invités, parce que c'est les 80 ans du club cette année. Et c'est l'occasion parfaite pour lancer ce format. Et je pense que vous étiez les invités parfaits pour débuter ce format, clairement. Donc, raconte-nous un peu d'où tu viens, ce que tu fais, combien de temps tu bosses au LOSC, etc. Voilà, donc... moi, je suis originaire de Picardie à la base, mais bon, je suis dans le Nord depuis une grosse quinzaine d'années. Et donc voilà, je travaille au LOSC depuis 2008 en tant que rédacteur, c'est-à-dire que je travaille pour les médias du club, les médias du LOSC. Historiquement, il y avait des magazines, sites internet, des programmes de matchs et toutes les prises de parole écrites du club. Et donc voilà, je suis salarié du club et je travaille au quotidien sur le LOSC. Ton métier consiste en quoi exactement? À rédiger essentiellement, donc toutes les prises de parole, les communiqués, les interviews, tout ce qui est communication écrite du club, c'est moi, enfin on est plusieurs dans ce cas-là, mais c'est moi qui vais les écrire, quoi. D'accord, ok. Dans ton boulot, tu parles d'histoire? Oui, beaucoup. Quel est ton rôle à ce niveau-là? C'est-à-dire que y a quelque chose que tu m'avais dit, donc pour rappel, alors c'est vrai qu'on l'a pas expliqué, mais on travaille ensemble sur une petite capsule qui raconte l'histoire du club. Et je me souviens, l'une des premières choses que tu m'as dites, c'était vraiment cette capsule, elle est assez importante puisque on n'arrive pas à archiver l'histoire du club. Et donc toi, c'est ce que tu fais. C'est ça. Déjà, pourquoi on n'arrive pas à archiver et comment ça se passe, toi, de ton côté, pour le faire? Alors, archiver, oui, enfin ça dépend en fait, parce qu'il y a les photos, il y a les vidéos, il y a aussi les souvenirs, les objets, les maillots, les trophées, donc tout ça, on est en cours, parce que c'est une histoire qui est longue, 80 ans c'est beaucoup. Donc moi j'ai une capacité à essayer de préserver le patrimoine du club en fait, parce qu'il y a un vrai patrimoine et donc il faut le préserver, le valoriser. Donc ça passe par des articles, des vidéos qu'on peut faire avec toi notamment, et aussi une façon de valoriser et de faire connaître aux Lillois et au public le LOSC en tant qu'institution, en fait, en tant que club qui est ancien et pas seulement d'équipe actuelle, d'équipe de foot qu'on peut voir en Ligue 1. Ok. Et à part forcément la petite capsule qu'on fait ensemble, est-ce que tu as d'autres choses que tu mets en avant pour justement archiver, pour valoriser l'histoire du club ou pas? Moi, à côté de mon travail, j'ai déjà écrit deux livres sur le LOSC et le football lillois. Un premier livre sur le doublé remporté par le LOSC en 2011 et un second sur l'Olympique lillois en 1933 que j'ai coécrit et qui explique que Lille a été la première équipe à remporter le championnat de France professionnel de football en 1933. Donc voilà, ce sont des livres qui vont encore une fois participer à faire connaître l'histoire du club au public. Ok, mais ça c'est ton initiative perso? C'est pas avec le club? C'est les deux en fait, parce qu'en fait ce doublé je le raconte parce que moi j'étais déjà là en 2011, donc je l'ai vécu de l'intérieur, donc en fait c'est grâce au travail que j'ai pu vivre, enfin que j'ai pu faire au LOSC à l'époque, que je peux raconter ça, donc c'est une initiative qui est à la fois pro et à la fois perso, ça se rejoint finalement. Ok, je vois. Ça fait penser, tu vas me dire qu'en 33 on avait gagné le titre, et justement on a posé des questions à des abonnés, et il y a cette question-là, donc apparemment le titre de 33 ne serait pas reconnu. Et pourquoi? C'est une question de Boris, qu'on embrasse. Boris, pour info, qui est l'un des plus grands, je pense que c'est le plus grand fan du LOSC que je connaisse, en tout cas personnellement. Et pour l'anecdote, qui travaille à l'hôtel qui gère, l'hôtel Bellevue. Tout à fait. Et l'hôtel Bellevue, qui était un des tout premiers sièges du LOSC, tout simplement. Et donc la boucle est bouclée avec Joris, mais oui, avec Boris plutôt. Mais oui, comment ça se fait? Alors finalement, c'est pas si compliqué comme question. En fait, à l'époque, c'était pas le LOSC, en fait, c'était l'Olympique lillois, c'est-à-dire un autre club, le club ancêtre du LOSC. Donc c'était le club à l'époque de Lille, qui a remporté le championnat de France. Et en 1944, ce club a fusionné avec le SC Fives, qui était un autre club à Lille, qui était d'ailleurs son rival à l'époque. Et ces deux clubs-là ont fait le LOSC, en fait. Le LOSC, donc c'est-à-dire que le LO de LOSC, c'est Lille Olympique, donc pour Olympique Lillois. Et le SC de LOSC, c'est le Sporting Club pour le Sporting Club Fivois.
Donc c'est la fusion de ces deux clubs qui a créé le LOSC, qui a lui ensuite fait son histoire, gagné des titres. Mais ce premier titre de 33 finalement a été remporté par l'Olympique Lillois, donc un autre club. Donc c'est toujours pareil, c'est que pour les supporters, on pourrait considérer que c'est la même chose, hein, c'est le même club, mais en fait aux yeux de la loi, entre guillemets, enfin en tout cas du règlement, ce sont deux structures différentes. Oui. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Lille a gagné le championnat de France, en fait. Mais c'est pas le LOSC. Voilà. C'est pas le LOSC. Ok, très bien, je vois. Effectivement, donc on n'était pas encore fusionnés. Les deux clubs n'étaient pas encore fusionnés, c'est vraiment un des deux clubs qui a gagné, et donc forcément on considère que c'est pas... c'est ça qui est assez complexe, parce qu'en fait c'était les mêmes supporters, c'était les mêmes joueurs, le même stade, donc finalement c'est une continuité, mais voilà, légalement c'est un club différent. D'accord, ok, très bien. Alors je ressens mes petites questions sur toi. Donc on va parler de toi. Déjà, on va parler de toi. Déjà, est-ce que Nagui, il est beau ou pas, en vrai? Alors ça, c'est rien à voir, ouais. Alors toi, tu fais référence. En fait, j'ai participé à un jeu du midi, hein, sur France 2. À l'époque, c'était présenté par Nagui. C'était quoi exactement C'était Tout le monde prend de sa place. Ouais, exactement. Voilà. J'étais pas sûr. J'avais fait avec Nagui à l'époque, c'était en 2021, et je l'ai refait l'été dernier. Et c'était Jarry, parce que ça a changé de... Ah oui, c'est vrai. Et donc, ouais, Nagui, très cool. Donc, c'est une expérience que j'ai pu faire comme ça, qui est sympa, mais bon, ça n'a rien à voir avec le foot, avec le basket, c'est à côté. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça prouve ton amour pour déjà la culture. Oui, c'est vrai. Ouais. Et pour l'histoire aussi, c'est vraiment, c'est comme tu dis, tu as écrit un livre. Ce livre, l'écriture de ce livre, tu t'en es servi avec tes années d'expérience du LOSC, mais c'est pas, d'après ce que tu me dis, d'après ce que j'ai compris, c'est pas du tout une initiative du club. C'est ton initiative à toi, et tu t'es dit pourquoi pas le faire. Oui, mais ça s'est fait en partenariat, hein, parce que en fait, ça va être un livre sur le LOSC qui va servir à valoriser le club. Donc en fait, voilà, ça se fait de façon intelligente. Et puis de toute façon, si le club l'avait fait, c'est moi qui l'aurais rédigé. Donc finalement, en fait, je l'ai écrit de la même façon que si je devais l'écrire avec le LOSC. Donc finalement, c'est la même chose. Ok. Mais oui, après ça, voilà, ce qui s'est passé avec Nagui, avec cette émission, c'était juste vraiment une initiative. Moi, j'aime beaucoup les quiz, les jeux comme ça culturels, donc je voulais participer à ça. Et c'est sympa, c'est une expérience un peu sympa, parce que c'est vrai que c'est des questions qui peuvent être de tout type. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que la première question, c'était sur le RC Lens, en fait. Ah bon? Posé. Alors moi, je lui explique avant, parce que voilà, j'explique. T'as mal répondu, j'espère. Non, c'était facile, c'était où joue, dans quel stade joue le RC Lens. Franchement, la question la plus facile en plus. Voilà, mais moi, je me suis dit au début, il se moque de moi, quoi. On vient de parler avant du LOSC, et il me pose une question sur le rival du LOSC, donc c'est trop facile, quoi. Donc voilà, mais c'était un hasard, en fait, hein, parce que les questions, elles sont posées au hasard aux candidats, quoi. Donc voilà, j'ai eu de la chance. T'as pas gagné? Si, non, j'ai failli aller en finale. Ah. Je suis tombé aux portes de la finale. Aïe. Dommage. Ouais. Mais justement, en parlant justement de tes initiatives, t'as aussi fait une exposition à la mairie de Lille, si je me trompe pas, sur justement l'histoire du LOSC qu'on a pu voir. Je crois que c'était alors moi je l'ai vu pendant les Journées du Patrimoine l'année dernière. Et donc c'est toi qui l'as monté. Enfin, je suppose que vous étiez plusieurs, mais en tout cas c'est ça. Alors c'est avec Damien Bonne, donc c'est celui avec qui j'ai coécrit le livre sur l'Olympique Lillois. Et en fait c'était sur l'Olympique Lillois. En fait, c'est juste après la sortie du livre. Parce qu'en fait l'année dernière, en 2023, on célébrait les 90 ans du titre de 33 justement, remporté par l'Olympique Lillois. Donc c'était une expo sur l'histoire de l'Olympique Lillois et notamment sur ce titre-là en fait de 33. D'accord. Et après on allait jusqu'à la 44, jusqu'à la création du LOSC, mais c'était vraiment une sorte de fresque dans le temps du football lillois au sens large. Là on était vraiment sur comment le football est né à Lille, comment il s'est développé et puis comment il s'est popularisé. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont intéressants à savoir sur la naissance du football? Alors moi je les connais un peu, forcément on a fait des épisodes ensemble, mais si tu veux, pour t'aider, il y a un truc qui m'a surpris, c'était vraiment ce côté où les deux clubs sont nés finalement après le régime de Vichy. Et ça, je trouve ça un peu fou, en vrai. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? En fait, il faut savoir que la région a été durement touchée, que ce soit pendant les deux guerres. Ça, c'est vrai qu'il faut le savoir. Contrairement à d'autres régions en France qui n'ont pas été directement touchées, le Nord a vraiment été touché. Donc les joueurs, à chaque fois, la Première Guerre mondiale, sont partis à la guerre. Certains joueurs de l'Olympique Lillois à l'époque sont morts à la guerre, ça, il faut le savoir. Et la Deuxième Guerre mondiale, certains ont dû partir, ont quitté la région, ont été mobilisés aussi en mai 40. Donc voilà, c'est une région qui a été fortement touchée. Et en fait, en 43, donc juste avant la création du LOSC, en fait, le gouvernement de Vichy avait imposé un nouveau championnat de France qui n'était plus entre les clubs, mais qui était entre les régions. Donc ils avaient imposé, donc nous on était dans l'équipe de Lille-Flandre,
Il y avait Lens, Artois, il y avait Paris, Capitale. Voilà, c'était des régions. Et donc tous les meilleurs joueurs des clubs étaient en fait affectés dans ces équipes. Et donc justement là, ils avaient affecté les meilleurs joueurs de l'Olympique Lillois et les meilleurs joueurs du SC Fives. Donc finalement, le LOSC en fait a été créé indirectement avant, puisque les joueurs en fait se sont déjà retrouvés dans une même équipe, mais de façon finalement obligatoire, on va dire, Oui. puisqu'ils étaient affectés par le régime de Vichy. Et cette année-là, il faut savoir que pour les notes, que c'est Lens qui remporte le championnat de France, et deuxième, c'était justement l'Île-Flandre, quoi. Okay. Et donc à la fin de ce championnat, voilà, la libération en 44. Et finalement, les clubs décident de fusionner parce que les joueurs se connaissaient, enfin en partie aussi, parce que les joueurs se connaissaient bien, avaient été bons sur le terrain ensemble. Donc en fait, quand le LOSC se crée, les joueurs avaient déjà un passif commun, en fait. Ok, je vois. Est-ce que déjà Lens reconnaît cette victoire ou pas aujourd'hui? Alors, en fait, non, parce que c'est pas le RC Lens finalement. C'est Lens Artois, en fait, c'est l'équipe du territoire de Lens. Donc en fait, ce n'était pas le RC Lens. Ouais. Donc en fait, ils peuvent pas le revendiquer, ça pour le coup, c'est pas possible. Ouais, bon, je vois. Ok, très bien. Donc forcément, t'es à l'intérieur du club, tu sais comment ça se passe. Donc, d'après ce que j'ai compris, tu connais pas tous les petits secrets. Donc, on peut pas te dire pas un mot sur Ethan Mbappé. Je suppose que tu connais rien, mais bon, c'est pas grave. Non, je peux pas. En plus, je sais même pas. Donc, je sais. Mais il y a un truc qui m'avait surpris aussi. C'était, on avait fait l'épisode sur le premier épisode, et ça c'est une anecdote qui est assez drôle. C'est qu'on a fait le premier épisode de la capsule vidéo, c'était le mur de Berlin qui se trouve à Luchin. C'est ça. Donc pour expliquer, il y a un morceau du mur de Berlin à Luchin, et donc on a fait un épisode, et en fait, donc j'avais discuté avec donc Thomas, donc qui travaille au LOSC au niveau Pôle Média, et en gros on cherchait un sujet de base, et alors je sais plus c'était quoi le premier sujet, c'était ça devait être les féminines. On l'a fait après. On l'a fait après du coup, et c'était compliqué de se mettre en place, etc. Et j'ai Armel qui bosse avec moi, qui me dit et tout, j'ai vu dans un article la dernière fois qu'il y a un morceau du mur de Berlin à Luchin et tout. Je fais comment ça? Et en plus je fais mais comment ça, je suis pas au courant? Ils m'ont pas dit. Ils m'ont pas dit. Donc j'appelle Thomas, je lui dis ouais non en fait apparemment il y a un morceau non je sais plus si c'était toi que j'appelle ou Thomas, je me souviens plus. Je sais plus, mais on en avait parlé de toute façon. Ouais, et je lui dis mais en fait il y a un morceau du mur de Berlin à Luchin, faut en parler. Et je crois que c'était toi. Et ils me disent oui, mais c'est pas un truc en mode actualité, etc. Et je leur dis mais en premier épisode, comme on galérait un peu à avoir toutes les filles sur le terrain, en plus c'était à l'époque où il y avait Amandine Henry, où c'était un peu il y avait beaucoup de mouvements en tout cas chez les filles. Et j'ai dit, vas-y, on fait un épisode sur ça, quoi. Et on fait l'épisode, le temps de validation, etc. Et c'était au même moment où Eden Hazard, on savait pas trop s'il quittait le Real de Madrid ou pas, voilà, etc. Et coup du hasard, justement, c'est le cas de le dire, coup du hasard, on sort la vidéo dimanche, 1 heure plus tard, vous faites un post comme quoi Eden Hazard prend sa retraite. Et donc forcément, la vidéo derrière, elle a explosé. Parce que justement, votre post a surperformé la vidéo de base, qui était très bien. Je pense qu'elle aurait quand même marché sans. Mais forcément, elle a vraiment performé. Et tout ça pour arriver à ma question, c'est comment vous avez fait? Est-ce que vous avez su avant? Est-ce que c'était prémédité ou pas? Parce que moi, j'ai vu le truc, j'étais en mode ah oui, ok, très bien. Bon, cool. Et donc, forcément, tout le monde parlait sur le post vidéo, tout le monde parlait de la retraite d'Eden Hazard en mode trop bien. Enfin, trop bien. Malheureusement, etc. Donc, comment vous l'avez vécu de l'intérieur et est-ce que c'était prémédité? Non, c'était pas prévu en fait. Alors on savait qu'Eden Hazard pouvait être amené à prendre sa retraite, à l'annoncer, parce que voilà, il était en fin de contrat au Real Madrid. Il y avait des rumeurs qu'il envoyait ci et là dans certains clubs, mais il y avait aussi l'hypothèse qu'il arrête sa carrière. Et donc Eden Hazard au LOSC, c'est quand même une institution, une légende en fait. Donc on se devait d'être prêt au cas où il annonce. On s'y qu'on savait pas quand. On se voyait pas de l'appeler. Salut Eden, tu vas prendre ta retraite. Dis-nous quand. Enfin, ça se faisait pas de faire ça. Donc on était prêt. On avait préparé une communication. J'avais écrit un communiqué. On avait préparé un visuel, de façon à ce que le jour où il l'annonce, s'il l'annonce, on soit prêt à dégainer, quoi. Et il s'avère que ta vidéo, effectivement, est sortie en même temps. Alors, t'as pas précisé, mais en fait, sur le fameux mur de Berlin, il y a en fait une fresque en fait, d'Eden Hazard qui avait été peinte à l'époque. Finalement, là, on l'avait recouverte, on a refait une fresque dessus avec le même artiste qui s'appelle C215, un graffeur assez connu, qui est revenu récemment parce qu'en fait, ce mur de Berlin, maintenant, on l'a déplacé à un autre endroit et il sert en fait à annoncer le terrain Eden Hazard, puisque maintenant à Luchin il y a un terrain Eden Hazard officiel et il est venu à l'inauguration il y a quelques mois de ça, et donc une nouvelle fresque a été faite à son effigie. Et donc c'est un vrai hasard en fait qu'il annonce sa retraite le jour de la sortie de la vidéo. Et c'est super parce que nous on avait notre contenu qui avait été préparé en amont.
Mais on avait aussi cette vidéo qui venait en fait parler du mur de Berlin et qui avait fait un petit focus sur Eden Hazard, qui était le joueur majeur qui est de l'histoire, en tout cas récente du LOSC. Oui. Et finalement, voilà, c'est un beau hasard, donc on a eu de la chance. Non, clairement, c'était improbable. Ouais, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais oui, le fait que Eden Hazard soit sur la fresque, on a 15-30 secondes à peu près que lui, donc voilà. C'est assez drôle. Ouais, c'est assez drôle. Ça. Il y a une anecdote sur le maillot du LOSC qui est apparemment très intéressante. C'est sur la couleur. C'est ça. La couleur rouge. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas? Alors, c'est vrai qu'il y a un grand débat entre les supporters, entre les plus anciens et les plus jeunes, en fait, sur la couleur du LOSC, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on regarde les photos du LOSC d'après-guerre, qui était vraiment une machine qui a gagné beaucoup de titres en très peu de temps, on voit toujours un LOSC jouer en blanc. Or, aujourd'hui, on sait que le LOSC joue en rouge. Et donc, pourquoi, à un moment donné, il y a eu dans l'histoire un changement de couleur? Parce que c'est assez surprenant. On a joué en blanc longtemps, même si à l'époque, il y avait parfois des saisons en rouge. C'était très, très ponctuel, mais c'est arrivé. Et à un moment donné, en fait, le LOSC s'est mis à jouer en rouge. Et donc, la raison, peu de gens le savent, on a la date, on sait que c'est arrivé en 99-2000. Mais en fait, la raison, donc là, du coup, j'ai enquêté là-dessus. Et en fait, il s'avère qu'en 99, le LOSC était en 2e division. Et on change d'équipementier très tardivement dans la saison. En fait, la saison est sur le point de reprendre. Et l'équipementier s'en va pour différentes raisons. Et donc, il faut trouver un équipementier à la hâte, comme ça, rapidement. Et donc, on passe chez Nike à l'époque. Et en fait, Nike nous annonce que il nous propose des maillots, puisqu'en fait, Nike, pour les clubs de D2, ne propose pas de maillots, ne fait pas de création de maillots, comme aujourd'hui. Ils vont créer un maillot pour toutes les équipes parce que c'est des équipes majeures. Ouais. On était en D2 à l'époque, ils ne proposent pas de maillots. Donc, ils nous proposent un catalogue de différents coloris. Et en fait, aucun maillot était blanc avec des parements rouges, comme le LOSC jouait en fait. Il n'y en avait pas. Il y avait blanc avec parement noir, blanc avec parement vert, mais il n'y avait pas blanc et rouge, quoi. Donc on se retrouve coincé et ils nous disent sinon on a un maillot rouge à parement blanc. Sauf que le LOSC joue en blanc à la base. Donc on dit ok pour une saison. Et puis là ils auront le temps de produire un blanc à parement rouge la saison suivante, quoi. Et donc on joue en rouge. Et là on fait une super saison, vraiment on explose tout et on monte en première division dès la fin de saison, quoi. Et donc là, arrive en fin de saison, le président dit mais en fait non, on va pas repartir en blanc, on vient de jouer en rouge, on a été super bon, donc on va rester en rouge, quoi. Et puis on joue en rouge encore une autre saison en D1 et on se qualifie pour la Champions League dès la première saison en D1. Donc là voilà, c'était parti, l'histoire du LOSC moderne, on va dire, était lancée. Et le LOSC finalement était resté en rouge parce que c'était le LOSC qui gagnait, finalement. Okay. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on joue en rouge. Ce switch-là s'est fait à cet été-là, 99. D'accord, ok. Donc tu es en train de dire que c'est grâce à Nike qu'on gagne. C'est grâce à Nike qu'on est en rouge. Non, parce qu'en plus Nike est resté très peu de temps. En fait, très vite on a changé d'équipementier à nouveau. C'est grâce un concours de circonstances, on est passé en rouge. Mais voilà, j'insiste sur le fait que par le passé, le LOSC avait aussi joué en rouge. C'était pas une nouvelle couleur, c'était déjà arrivé, mais très ponctuellement. Et d'ailleurs, autre histoire assez rigolote, c'est que finalement, en 2016-2017, là on bascule chez New Balance, d'ailleurs, l'équipementier actuel. Et donc pour marquer le coup, cette saison-là, on annonce un maillot blanc. Justement, on revient en blanc, juste pour une saison, pour marquer le coup, et on joue en rouge à l'extérieur. Donc on commence la saison en blanc et en fait sur le terrain ça se passe pas très bien, finalement, et au bout de quelques mois l'entraîneur est licencié et le nouvel entraîneur arrive et pour son premier match à domicile il décide de jouer en rouge, en fait, de revenir au rouge, quoi, en cours de saison. Et là ça se met à aller mieux, en fait, le LOSC se remet à gagner. Et finalement, on décide de finir la saison en rouge, quoi. Donc en fait, on est revenu naturellement en rouge parce qu'on n'était pas forcément à l'aise avec ce maillot blanc. Okay. Donc c'est assez rigolo, finalement, que la seule saison qu'on a voulu faire en blanc, on n'a pas réussi à la finir parce qu'on est revenu naturellement au rouge, qui était le rouge de LOSC, en fait. Ok, donc c'est vraiment un impact. Est-ce que déjà toi tu penses que c'est un impact psychologique sur les joueurs ou même les supporters ou tout le club dans son entièreté? Alors les joueurs, en fait cette génération, parce que c'est vrai, comme je disais en préambule, en fait beaucoup de supporters dans leur esprit, le LOSC est en blanc. C'est les supporters qui ont connu le LOSC dans les années 80-90. Mais là les joueurs en question, c'était des jeunes joueurs, évidemment, et eux dans leur esprit de jeunes joueurs, de jeunes footeux, on va dire, le LOSC était en rouge. Donc déjà ils étaient surpris de voir que le LOSC jouait en blanc. Et puis après, alors, il paraît que certaines études expliquent le fait qu'avoir un maillot rouge, c'est quand sur une prise de décision, quand on est sur le terrain et on fait une passe en quelques millièmes de seconde, en fait, l'œil va être plus attiré par un maillot rouge que par un maillot blanc qui peut être amené à se fondre avec, des tribunes, avec je ne sais quoi. Donc il paraîtrait que ça serait plus facile de jouer en rouge qu'en blanc, mais bon, ça, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, les joueurs ont joué en rouge, et j'ai eu le coach de l'époque qui a décidé de changer, qui m'a dit que c'était aussi pour
créer une sorte d'électrochoc, entre guillemets, hein, voilà, un changement comme ça pour créer une nouvelle dynamique. Et c'est ce qui s'est passé. Hein, donc, ok, ok, ça marche. Donc, merci Nike. Oui, non, on va pas dire ça, mais en tout cas, merci le hasard, on va dire. Merci le hasard, c'est vrai, non. Il y a New Balance, c'est bon, qu'on peut pas dire merci Nike. Merci Nike avant, merci le hasard maintenant. C'est ça, voilà. Très bien. Est-ce que tu as une autre anecdote historique comme ça déjà, est-ce que tu en as une qui toi, te mindfuck? C'était vraiment ce côté où tu dis, c'est incroyable qu'il y ait ça comme histoire. Après, il y a toujours la question du dog. Ça, c'est vrai que, alors, les gens en parlent parce qu'on sait tous que le LOSC, les joueurs du LOSC sont surnommés les dogs. En fait, il faut savoir que c'est un surnom qui existait déjà à l'époque de l'Olympique Lillois, donc on en a parlé, l'ancêtre du LOSC. Et en fait, c'est un surnom qui a été donné par des journalistes parisiens, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y avait une vraie rivalité entre les clubs du Nord et les clubs parisiens. Et c'était vraiment la grosse rivalité. Et donc, quand les nordistes affrontaient les Parisiens, voilà, c'était assez dur sur le terrain. À l'époque, le football était très, très brutal. Et donc, lors d'un match entre l'Olympique Lillois et... Attends, je te coupe. Le football était très brutal, mais ça, c'est vrai. J'ai vu des matchs de Pelé à l'époque, mais c'est un match de base. Mais clairement, c'est pas du tout les mêmes règles. Ah ouais, non, mais de toute façon... c'est incroyable. Là, on fait une parenthèse, mais en fait, à la base, le football est le même sport que le rugby. En fait, c'était le même sport, et après, ils se sont diversifiés finalement sur deux branches. Attends, tu veux dire historiquement ? Historiquement, oui. D'abord, en fait, le football, ce qu'on appelle le football, en fait, le vrai nom, c'est le Football Association. En fait, la FIFA, par exemple, c'est Fédération Internationale de Football Association. Et en fait, parce qu'il y avait aussi le football rugby, qui était un sport dérivé, où finalement, un jour, un mec a pris le ballon à la main et a dit non, mais en fait, on peut prendre le ballon à la main. Donc il y a eu les mecs qui ont voulu jouer avec le ballon à la main, donc eux, c'est devenu le rugby, et ceux qui ont dit non, on continue à jouer avec le pied, c'est devenu le football. Mais à la base, vraiment, ça on parle du siècle dernier, au tout début de la création de ce sport, c'était le même sport en fait, quoi. Et ça a dérivé comme ça. Mais donc, par contre, c'est un sport anglais, et on est vraiment resté sur cette culture d'un sport brutal, avec vraiment c'était très viril, on va dire, quoi. Ouais, et puis les terrains étaient beaucoup plus gras, donc c'était pas les mêmes. Oui, voilà, beaucoup de boue, surtout. Beaucoup de boue, voilà. Le ballon était lourd, les chaussures étaient lourdes, donc c'était vraiment, il fallait être fort sur les jambes, en fait. Hein. Ouais. C'est pas comme aujourd'hui, ça n'avait rien à voir, en fait. C'est pas aujourd'hui. Même s'il y a peu d'images. Non, non, ça n'a rien à voir. De fou. Et donc, alors je reprends mon histoire. En fait. Oui. Donc du coup, lors d'un match à Paris contre une équipe parisienne, il y a différentes équipes parisiennes. Les journalistes parisiens, en fait, qualifient en fait les joueurs du LOSC de dogs. Parce qu'ils lâchaient rien sur le terrain, ils étaient très hargneux. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était péjoratif. C'était un peu comme une insulte. C'est comme si on disait aujourd'hui un roquet, par exemple. Voilà, c'est un chien, mais c'est un chien qui lâche pas, qui est pas forcément agréable, quoi. Ouais. Et donc, c'était une insulte parce qu'il y avait une petite rivalité entre Parisiens et Nordistes. Et donc, en fait, les joueurs et les dirigeants de l'Olympique Lillois décident finalement de renverser ce stigmate, cette insulte, en disant OK, on insulte de dog. Et OK, on est des dogs, on assume, en fait, on prend ce surnom pour nous et on l'assume, ce sera notre surnom officiel désormais, quoi. Okay. Et donc, en fait, c'est resté les dogs. Et les joueurs du LOSC, donc le club d'après, a gardé ce surnom. Et aujourd'hui encore, on est les dogs. C'est notre emblème. C'est au domaine de Luchin, il y a une statue du dog. C'est vraiment devenu un élément fort du club. Et c'est une chance parce qu'en France, il y a peu de clubs qui ont un animal pour emblème. Hein, et en plus, le nôtre, il est assez majestueux. Hein. Un dog, c'est quand même un animal qui est assez combatif, qui a des valeurs assez nobles. Donc on a la chance, ça fait tout un arc narratif pour nous au club pour raconter des belles histoires. Non, clairement. C'est merci Paris. C'est cool. Merci les journalistes parisiens, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Non mais c'est vrai que c'est une bonne anecdote. En vrai, c'est une très très bonne anecdote. Mais pour le foot rugby, ça, j'étais pas au courant. Ouais, non, c'est pour ça. Donc, voilà, le A de FIFA, c'est le Football Association. En fait, c'est le vrai nom de ce sport. Le football tel qu'on le connaît, c'est le Football Association. Ouais, moi, je pensais que c'était le Football Association comme la NBA, tu vois, genre National Basketball Association. Mais non, ça a vraiment un nom historique. C'est pas juste une association. En fait, l'association, parce que moi, quand j'ai fait des recherches pour le livre sur l'Olympique Lillois en 1933, dans la presse de l'époque, on voyait vraiment, en fait, quand on parlait de foot, ils mettaient Football Association. Enfin, c'était la rubrique Football Association, quoi. C'était le sport, c'était son nom officiel en fait. Et après, avec le temps, avec l'usage, l'association a disparu. Ouais. Depuis tout à l'heure, tu dis quand j'ai fait les recherches, par exemple sur l'anecdote sur celle-là, etc., ou sur celle de Nike, ça sous-entend que avant toi, ces informations étaient un peu, je vais pas dire vaseuses, mais elles n'étaient pas claires, elles n'étaient pas bien définies. Ou dans le sens où t'es arrivé et t'as fait tes recherches sur ces sujets-là et tu confirmes qu'effectivement ce qu'on dit c'est vrai, c'est ça ? C'est un peu les deux, mais en fait là encore je suis pas seul, vraiment il y a plusieurs supporters, plusieurs
gens qui gravitent autour du club, qui sont des passionnés d'histoire. Et je l'ai pas fait seul. Là, ce livre, je l'ai écrit avec mon co-auteur, donc Damien Bonne. Donc ce sont des gens aussi qui ont fait des recherches approfondies dans ce domaine-là. Mais bon, on a fait des trouvailles vraiment intéressantes. Et c'est vrai que c'est passionnant parce qu'on consulte la presse de l'époque. Et là, alors que sur 33, par exemple, en fait, on est sur une époque qui est super importante. On est dans l'entre-deux-guerres. Par exemple, en 33, il y a Hitler qui arrive au pouvoir en Allemagne, quand même. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Oui. Mais sauf que quand on consulte la presse de l'époque, alors moi, je consulte les pages sport, évidemment, pour savoir ce qui s'était passé dans le football. Mais quand on arrive en une, on voit, voilà, le chancelier Hitler a été élu légalement en Allemagne à l'époque. Ouais. Donc en fait, on peut pas analyser une époque sans prendre le contexte en général. Oui, forcément. Et donc c'est intéressant. Enfin, quand on est fan d'histoire, passionné d'histoire, c'est intéressant de regarder vraiment l'époque, comment les journalistes écrivaient, comment, enfin, même les pubs, les encarts pubs dans la presse à l'époque, enfin, c'était quelque chose d'assez surprenant. Et j'invite tout le monde à faire des recherches comme ça. C'est en libre accès sur Internet. On peut trouver ça facilement sur Gallica. GA2LICA. Okay. C'est un site sur lequel on peut consulter la presse de l'époque, de toute époque en fait. Et c'est vraiment passionnant. Ok, c'est très stylé. Je trouve ça assez cocasse que sur un club qui a 80 ans, que toi, justement, même si ça fait plus de 15 ans que t'es dans le club, que tu sois presque encore obligé de faire des recherches pour confirmer certaines informations. Et je me dis, en vrai, le club a déjà 80 ans, on devrait avoir déjà de cette information, t'aurais juste besoin d'ouvrir un tiroir et ça y est, c'est rangé là. Mais en fait, non, c'est pas ça. Non, alors ça, c'est plus sur l'Olympique Lillois, c'est vraiment avant. Après, sur le LOSC en lui-même, il y a eu beaucoup de livres qui ont été faits. Parce que, donc là, justement, j'ai écrit un livre qui sortira au moment des 80 ans, donc au mois d'octobre-novembre. C'est quoi le titre? Ou c'est pas les le titre, ça va être, si on peut le dire, ça va être LOSC 80 ans de fierté et d'histoire, il me semble. Ok. Ça va être un livre qui raconte l'histoire du LOSC, mais comme il y en a eu d'autres, mais celui-là a un angle un peu plus original. Mais voilà, pour écrire ce livre, je me suis beaucoup appuyé sur d'autres livres qui ont été écrits pour les 50 ans du LOSC, pour les 60 ans du LOSC, pour les 70 ans du LOSC. Donc il y a eu beaucoup de littérature sur le LOSC. Et l'histoire, en fait, elle reste la même. Donc finalement, les données, elles existent. Elles sont pas accessibles très facilement, mais en cherchant un peu, en ayant des connaissances supporters du LOSC qui ont ces livres, on peut trouver facilement ces données, quoi. Alors, je sais plus les dates, je suis désolé, parce que FIV, etc., n'était pas lillois avant. C'était vraiment, ça a été raccordé avec LM, Esquerme, Vauban, etc. Et donc, on peut dire que le club du LOSC, c'est plus le club de la métropole que celui de la ville de Lille. Oui, c'est le club du territoire lillois, mais oui, mais même de la région. Enfin, des nordistes ne sont pas lillois, mais vont se sentir aussi effectivement, c'est vrai. Donc, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres clubs aussi grands que le LOSC dans le département 59. Même dans la région. Facile. On filmera le petit clin d'œil, le petit zoom sur le clin d'œil. Mais chaque supporter lillois aurait dit la même chose, c'est sûr. Mais d'ailleurs, le palmarès, quand on compare les deux palmarès, factuellement, le LOSC a un plus grand palmarès que son voisin. Effectivement, factuellement, oui, ça c'est vrai. Bon, après, les Lensois diront on est les meilleurs supporters ou je sais pas quoi. Oui, ça c'est ce qu'ils diront. Ouais, voilà, c'est ce qu'ils diront. Mais bon, j'ai une communauté des deux, donc je vais pas... Mais c'est le LOSC, effectivement, voilà. Justement, toujours en parlant de ces traces de l'histoire, est-ce que demain, si je me balade dans la rue, que ce soit à FIV ou à la gare, ou par exemple, on sait qu'il y a une plaque sur l'hôtel Bellevue qui a été mise il y a pas longtemps, il y a un an ou 2 ans. C'est ça, justement, dans le cadre de l'inauguration de l'exposition, quoi. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut, dans la ville, où on peut se balader, ou dans la métropole plutôt, où on peut se balader, on peut dire, tiens, ça, c'est un vestige du LOSC ou du Stade Lillois, ou... Ça, justement, moi, c'est quelque chose, j'aimerais qu'on puisse travailler là-dessus, mais c'est difficile parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose, justement. C'est un vrai problème, en fait. Mais ça, c'est même pas lié au contexte lillois, c'est au contexte français en général, en fait. C'est que donc, le LOSC a eu plusieurs stades dans son histoire, ça, j'en parlerai aussi dans le prochain livre. Il y a le stade Henri Joris, le stade Grimont-Pré-Joris, le Stadium, et puis le stade Pierre-Mauroy. Et les deux premiers, que je viens de citer, n'existent plus, ils ont été détruits. Et en fait, aujourd'hui... Est-ce que tu peux nous dire où ils étaient ? Alors, le stade Henri Joris, c'était vraiment... en bord de Deuil. D'accord. Pas loin du restaurant La Laiterie, donc limite avec Lambersart. C'était vraiment un très grand stade qui a d'ailleurs accueilli un match de Coupe du Monde en 38, donc vraiment c'était un stade majeur dans la région. Il a été détruit parce qu'en fait, on devait mettre le canal de la Deuil en grand format pour passer des plus grands bateaux. Et en fait, il était vraiment au bord, donc on a dû le couper. Enfin, aujourd'hui, s'il devait être remis à sa place initiale, il serait traversé par la Deuil, quoi. Donc il a été détruit, et aujourd'hui, en fait, des immeubles ont été construits. Il y a rien, il n'y a pas une plaque, pas une trace
qui indique qu'un jour ici a eu lieu, se trouvait un stade, quoi. Et pareil pour Grimont-Pré-Joris, qui était donc de l'autre côté de la 2, là, dans le parc de la Citadelle. Et c'est pareil, lui, il a été détruit en vers 2011, justement. C'est assez paradoxal parce que c'est le moment où LOSC remporte le doublé, on a achevé la destruction de Grimont-Pré, qui était un stade qui était vieillissant sur la fin, mais sur lequel les supporters ont vraiment beaucoup d'attachement. Oui. Et c'est pareil, donc ici, aujourd'hui, c'est un champ d'herbe, un champ de pissenlit. Hein. Ouais. Il y a quand même une petite plaque qui explique un peu qui était Grimont-Pré, qui était un joueur de hockey, et qui était Joris. Donc c'est Henri Joris, c'était un ancien président de l'Olympique Lillois. Et il y a aussi une stèle à la mémoire d'Henri Joris. Mais voilà, c'est tout, enfin, c'est pas beaucoup. Et c'est vrai que quand on compare avec des pays comme l'Angleterre, qui a vraiment une vraie culture foot qui est ancrée, je vois ce qu'ils ont fait, par exemple, à Arsenal avec Highbury, qui est l'ancien stade mythique d'Arsenal. Ils l'ont détruit. Ils en ont construit un nouveau à côté. Mais voilà, ce stade-là, ils ont laissé la trace du terrain. Les tribunes sont devenues des immeubles. Donc on voit encore la trace du terrain. Il y a encore un héritage vraiment présent. Ils ont reconstruit, ils ont fait un génie civil autour de ce stade-là. C'est ça, voilà. Et c'est un parc au milieu. Et si on le survole en avion, on verra encore le stade tel qu'il était. Donc, et donc parce qu'il y a, en Angleterre, ils vont considérer vraiment que le football fait partie du patrimoine du pays. Et en France, c'est pas autant marqué. Okay. Et ça, c'est très long à se mettre en place parce qu'on n'est pas un pays qui a la même culture football que l'Italie, l'Espagne ou l'Angleterre. Et ça, c'est comme ça. Ah, ok. Tu penses qu'on est moins football que. Alors, oui, que l'Angleterre, oui, parce que forcément, c'est le berceau. Mais que ce soit, l'Espagne ou l'Angleterre. Ou, oui, plus l'Espagne, puisque l'Angleterre. J'ai l'impression qu'il y a une culture foot moins marquée parce que alors ça, après, j'ai mes explications, mais j'ai l'impression qu'en France, en fait, les élites intellectuelles n'ont pas forcément d'attachement au football, vont être plus sur d'autres sports, hein, peut-être le rugby, peut-être le tennis. Ah, tu penses ? J'ai l'impression, alors que. Ah, je veux dire en termes d'histoire. En termes d'intérêt, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'en France, les élites intellectuelles vont pas forcément s'intéresser au football, en tout cas moins. Un sport un peu plus populaire, voire même populiste, c'est ce que. Ouais. Bah après, alors qu'en Espagne, en Italie, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde va s'intéresser, tout le monde aura son club en fait de cœur. Ouais. Peu importe sa catégorie sociale, il y aura vraiment Alors en France, évidemment, tout le monde aussi aime le foot, hein, ça reste le grand sport populaire, mais j'ai quand même l'impression que c'est moins ancré dans le temps que dans ces pays, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment, il y a ce côté où tout le monde, la plupart des gens aiment le foot, c'est le sport numéro 1 en France. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas ce côté, on garde une trace du passé. C'est ça, et puis aussi, on a aussi un phénomène où en fait les gens aujourd'hui vont être amenés à être supporters des grands clubs européens. Donc par exemple, un enfant qui va naître, je sais pas, qui va grandir à Lorient, il va peut-être supporter le PSG, alors que la même chose en Angleterre, peut-être qu'il supportera le club de Lorient. Je sais pas, s'il grandit à Sheffield, il sera pour Sheffield parce que ses parents étaient pour Sheffield, ses grands-parents étaient pour Sheffield. Ouais. Et voilà, et en France, on va avoir un enfant qui va être supporter du Barça ou du Real, de Manchester City, et qui n'aura pas forcément cet attachement à son territoire. Ouais. Et moi, c'est vraiment ça le message que j'aimerais passer aux Lillois au sens large. Hein. C'est qu'en fait, on a la chance de vivre dans une métropole. Ouais, là, je peux leur dire. On a la chance de vivre dans une métropole où il y a un grand club, un beau club avec une riche histoire. Et donc, en fait, aimons notre club et d'abord découvrons-le, en fait, découvrons qu'il a une grande histoire. Et puis aimons-le et soutenons-le. On est Lillois, donc on est pour le LOSC, en fait. Parce que si on est Lillois et qu'on supporte Manchester City, alors c'est très bien, mais c'est pas notre club, c'est pas notre territoire, c'est pas notre histoire, en fait, c'est pas nos racines. Donc là, quand on est Lillois, pour moi, on doit avoir un attachement à son club, à son histoire, en fait. Donc, Non, mais c'est... Ok, très bien. C'est vrai qu'il y a ce côté très... C'est surprenant, parce que, enfin, forcément, t'es forcément plus dedans, mais moi qui suis plus dans ce côté un peu plus touristique, je vois ce côté chauvin qu'on a dans le Nord. Et je vois aussi ce côté, forcément, Lille, à chaque fois, quand les gens commentent et qu'ils sont pas contents, c'est il pleut, ou Lille, c'est pas aussi beau que ça, ou ce genre de choses où il y a rien à faire. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai il du pleut tout. pas plus ici qu'à Paris ou qu'en Angleterre, en fait. Exactement. Mais c'est vrai que je savais pas que dans le foot, il y avait aussi ce côté très... qu'il y avait aussi des gens qui vont potentiellement, on va dire, aimer un autre club que leur club de la ville. Alors si, je le savais, mais je savais pas que c'était autant. En tout cas, j'ai l'impression que quand t'en parles, c'est vraiment quelque chose que t'as vu et très perçu français. sur... Après, ça touche. À l'étranger, c'est la même chose, hein, mais c'est très français, j'ai l'impression. Après, pour rejoindre ce que je disais, en fait, aujourd'hui, quand le LOSC est champion de France, quand le LOSC gagne un match, en fait, c'est Lille qui rayonne. En fait, c'est tout Lille, on va dire à la télé, Lille est champion de France.
Et donc en fait, on va finalement, en fait, en France, on va avoir ce côté où un club va se fondre avec son territoire. Donc quand le LOSC gagne, c'est Lille qui gagne. Et donc ça rayonne sur tout le monde en fait. Donc c'est ça qui est aussi important, c'est que finalement le Lillois, même s'il n'a pas forcément d'appétence pour le football, eh ben il sera en haut du classement parce que Lille est champion de France. C'est ce qui s'est passé en 2021. Lille était en haut de la France, voilà. Point. Le LOSC, tous les Lillois étaient champions de France en fait. Donc ça, c'est assez puissant, en fait, et on a la chance d'avoir ça, donc soyons tous pour notre club, en fait. Non, mais oui, clairement. Clairement. Et c'est drôle quand tu dis ça, parce que j'ai vécu 3 ans au Canada, donc 2015-2018, et en fait, forcément, j'ai fait une école de langue, donc j'ai côtoyé beaucoup de nationalités, que ce soit européennes ou quoi, etc. Et ceux qui connaissaient Lille, c'était ceux qui avaient un pays qui était très footballistique. Voilà, les Turcs, par exemple. Tous les Turcs connaissent Lille. Voilà, ils connaissent le LOSC. Ils connaissent le LOSC parce que voilà, tous les Turcs connaissent Lille. Certains Brésiliens aussi. Bref, il y a énormément de personnes en Europe, en tout cas, qui connaissent Lille grâce au LOSC. Et pas parce que la ville... c'est juste qu'ils se disent, OK, il y a le LOSC, il y a Lille. Et je trouve ça fou que les gens, à l'international, quand on parle de notre ville, se disent « Ah, mais je connais parce que ton équipe joue au foot. » Alors qu'en vrai, ils n'ont jamais visité la ville. Ils savent pas ce qu'il y a à Lille. Non, mais justement, mais même le football au sens large, en fait, moi, j'étais fan de football et en fait, j'étais très rapidement bon en géographie grâce à ça, en fait, parce qu'on va, déjà, on connaît les villes de France, voilà, on va aller s'associer. Voilà, je sais que Nantes, ils vont être en jaune et vert, Lille, ça va être en rouge et blanc, Paris, ça va être en bleu et rouge, Marseille, c'est en blanc et bleu, puis après, pareil à l'étranger. Donc, en fait, très vite, un fan de football va être bon en géographie, va savoir situer les villes déjà, dans lesquels pays, et savoir quelles sont les capitales, quels sont les drapeaux, les couleurs des pays. On va le faire pour le micro-trottoir, ça. Ça pourrait, mais tu verras en fait que les fans de foot, j'en suis persuadé, ont un niveau en géographie peut-être un peu supérieur aux non-fans de football. J'en suis persuadé. Tu notes comme idée. Franchement, ça va être pas mal d'arriver avec une carte et dire d'où vient ce club, et t'as juste le logo et puis tu le situes avec genre Turquie, etc. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. J'en suis persuadé. Vas-y, on va essayer de réfléchir à ça. C'est l'heure. Alors non, déjà on va commencer. Tu veux commencer par quoi ? Il y a deux jeux. Donc le premier, c'est les réponses, les questions des abonnés. Donc on a un peu commencé avec Boris parce qu'on était dans le sujet. Et le deuxième, c'est est-ce que tu connais ton club ? Donc pour t'expliquer un peu. Le problème, c'est que si j'ai pas bon, je passe pour je vais essayer. Mais logiquement, je connais un peu. On commence par est-ce que tu connais ton club ? Allez, allons-y. Vas-y. Alors c'est est-ce que tu connais vraiment ton club ? En gros. Alors. Le concept est tout simple, c'est je vais te poser des questions sur le club et tu dois y répondre. Ok. C'est tout. Il n'y a pas de piège, des questions faciles, des questions difficiles, etc. Donc voilà, il n'y a pas de timer. Je me suis dit, on va essayer de mettre un timer. Non, ça met la pression aussi. Après, j'ai fait, ouais, non, vas-y, on va pas mettre des timers. Première question. Prêt ? Allez. Quelle est la date de fondation du LOSC ? Eh bien ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, il y a plusieurs réponses. C'est toujours pareil. Pourquoi faire simple quand on peut faire passionnant ? Alors en fait, le LOSC, donc l'année, c'est 44. D'accord. Après, le LOSC, en fait, a 2 dates de naissance. C'est-à-dire, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. D'ailleurs, j'ai noté. En fait, la structure, le club a été créé. Donc la fusion en fait entre l'Olympique Lillois et le SFIV a été créée le 23 septembre 44. Mais à la base, on vient de créer un club qui s'appelait le Stade Lillois. En fait, le nom, c'était ça, Stade Lillois. Donc la saison commence, le Stade Lillois joue des matchs amicaux, joue même un match officiel. Et puis finalement, 2 mois plus tard, le 25 novembre, là, on décide en fait de changer de nom. Parce qu'ils ont trouvé ça un peu fade, Stade Lillois, et puis c'était pas assez proche des noms des glorieux parents, qui étaient le SFIV et l'Olympique Lillois. Et donc c'est là qu'on décide de faire le LOSC, LOSC, donc Lille Olympique Sporting Club. Donc finalement, il y a 2 dates en fait. Il y a la date de naissance et date de baptême. On pourrait Et donc, vous, pendant les 80 ans, on considère que c'est quelle date ? Alors nous, en fait, au LOSC, historiquement, on considère que c'est septembre, 25 septembre. Ok. Parce que c'est vraiment là qu'est 25 ou 23 25, c'est 23 non, novembre, pardon. Non, c'est 23 septembre. C'est ça. Et 25 novembre. Et nous, on considère que c'est 25 novembre, pardon. Ok. Parce qu'on considère que c'est l'apparition du terme LOSC, en fait. Voilà, ce pourquoi on est là. Le LOSC est apparu à ce moment-là. Très bien. Voilà. Très bien. C'est pas dur, ça va. Ça va. L'origine du club, bon, t'en as parlé. Donc effectivement, la fusion des 2 clubs, ça va. Tout à fait, ouais. Bon, pareil, premier nom officiel. En fait, je pense que t'as quand même j'ai tout répondu en une question. Ah, mince, quel est son nom des Dogs, etc. Franchement, ouais. Alors, combien de Coupes de France le LOSC a gagné ? Bon, ça, c'est pas dur. Donc 6. Ok. Est-ce que tu peux nous dire les années ? Ouais. Donc 46, c'était d'ailleurs un doublé. Ok. Le doublé championnat de France. Ensuite, 47, 48. Ils en font 3 de suite. D'ailleurs, il faut savoir qu'en 45... Et en 49, ils sont en finale, ce qui fait du coup 5 finales de suite. Ah, pas mal. Donc 3 gagnants. Donc ça, c'était assez ouf, parce que le LOSC venait d'être créé d'ailleurs.
Donc ces trois-là. Ensuite, il y en a une en 53, en 55 et 2011 après avec le doublé. Voilà. Bien joué. Bien joué, bien joué. Quel était le premier président du LOSC? Alors le LOSC... Ou du club? Alors, du club. Du club LOSC ou du club olympique lillois? Parce qu'en fait... Vas-y. Non, alors en fait, le président du LOSC, c'est Louis Hainaut. Ok. C'est le premier président, en fait, lui, c'était le président du SC FIV. Et en fait, c'est lui qui est devenu président du nouveau LOSC, en fait. Et d'ailleurs, c'était un monsieur très important. Alors, apparemment, je l'ai pas connu, ce monsieur, mais avec beaucoup de caractère. Mais c'est lui qui a vraiment participé à créer la légende du LOSC parce qu'il a gagné beaucoup de titres. Mais c'est aussi lui, apparemment, qui aurait participé au déclin, hein, parce que le LOSC a été relégué en D2 dès 56, en fait. Okay. Donc, en fait, voilà, c'est un monsieur qui a fait monter son club très haut, mais qui l'a aussi fait descendre. Voilà. Ok. Très bonne réponse. Pour l'instant, c'est un sans faute. Pour l'instant, c'est un sans faute. En parlant de président, combien y a-t-il eu de présidents du LOSC depuis 1944? Ouais, ça, je peux pas répondre parce qu'en fait, il y a eu des périodes où il y a eu des coprésidents, il y a eu des présidents juste pour... dans les années 80, c'était très instable. Ok. Un président, par exemple, il restait 17 jours. Donc ça compte. Ça compte, oui. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque... Il y a un pape qui est resté deux jours. Donc oui, non, mais ça aurait pu. En fait, à l'époque, le LOSC, il faut le savoir, hein, c'était la mairie de Lille qui possédait le LOSC, en fait. D'accord. Qui est actionnaire majoritaire, principal du LOSC. Et donc, en fait, c'est la mairie de Lille qui désignait des présidents, en fait, en fonction des élus ou des gens qui ont été décidés par le maire de Lille. Donc, à l'époque, c'était Pierre Mauroy. Donc en fait voilà, il y a eu à ce moment-là, il y a eu vraiment une instabilité où il y a eu beaucoup de présidents qui se sont succédés, avec parfois des coprésidents, il y avait un président du directoire. Donc en fait, c'est assez complexe d'avoir un nombre précis de présidents en fait. Donc je pourrais pas répondre à cette question. Marche. Ouais. Nous on a 17. 17, ouais. Nous on a 17. Mais après effectivement, si tu comptes tout le monde, peut-être il y en a plus. C'est ça, c'est quand même pareil pour les coachs, des fois il y a eu des intérims, il y a eu des donc c'est difficile en fait d'avoir un nombre précis quoi, mais bon. OK. Ça marche. Belle pirouette. Faut pas dire 17. Un homme politique on dirait. Qui a été élu meilleur buteur de l'histoire? Enfin, qui était le meilleur buteur de l'histoire? Alors ça, c'est pas dur, c'est Jean Barat. Jean Barat qui est d'ailleurs... ça, il faut aussi qu'on fasse une vidéo là-dessus. Ouais. Hein. C'était vraiment un immense joueur. Je pense qu'il y a dans l'histoire, il y a un Jean Barat et Eden Hazard, en fait. Vraiment. Ok. Pour toi, c'est le meilleur joueur de l'histoire? Alors moi, je l'ai pas connu, malheureusement, mais quand on regarde les statistiques, ce qu'il a fait, oui, c'était une légende, en fait. C'était vraiment même, il était en équipe de France, c'était un des meilleurs joueurs du monde à l'époque aussi. Et voilà, et c'est un vrai Lillois. D'ailleurs, ses parents étaient les gérants de la laiterie à l'époque, le restaurant, donc c'est aussi rigolo. C'était un grand sportif, il était bon au tennis, il était bon dans tous les sports. Et c'était un vrai Lillois, vraiment, qui a ensuite été entraîneur du LOSC aussi. Donc voilà, il a un destin vraiment très lié au club. Ouais. Donc c'était vraiment un immense joueur et c'est lui le meilleur buteur du LOSC. Ok, très bien. Combien de titres de champion de France? Ah ouais, alors celle-là, ça c'est, je m'excuse platement, parce que j'ai fait l'erreur sur Insta. J'ai mis, justement, pour les 3 ans du titre qu'on a eu là en 2021, j'ai mis qu'on en avait 2. Je sais pas pourquoi. Alors si, je sais pourquoi. Bah parce qu'en fait, je sais pas, chaque fois que je pense parce que déjà, j'étais là, en 2011 et 2021. Ouais. Et je sais pas pourquoi, j'ai mis 2, et je sais que c'est 4, mais j'ai mis 2. Alors je sais que, et franchement, vous êtes sympa. Parce que personne m'a lynché. Personne m'a lynché. J'ai juste un commentaire en mode 2. Non, c'est 4. J'ai liké, j'ai changé. J'ai fait, bah, bien sûr que c'est 4, évidemment. Et bref, et là, en vrai, c'est là où on voit que on a des... Alors peut-être qu'en fait, en off, on m'a détruit. Hein. Peut-être que sur les forums ou sur les groupes Facebook. Non, mais après, il y a plein de gens qui ne le savent pas aussi, hein, c'est ça. Ouais, mais tu vois, pour un mec qui raconte l'histoire du LOSC, pas savoir qu'il y en a eu 4. Oui, c'est sûr. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais par contre, effectivement, personne n'est venu me lyncher en disant ouais, tu connais pas, etc. Et j'étais hyper surpris. Sincèrement, j'étais hyper surpris. Je me suis dit, en vrai, on a un bon club, quoi. Les gens viennent pas. Ouais, non, sur ce sujet-là, parce qu'en fait, c'est des sujets liés à l'histoire, en fait. Et donc, c'est pas. En fait, ce qui crée de l'émotion, c'est l'actu, en fait. C'est ça. C'est ce qui est chaud. Enfin, après une défaite, les gens vont pouvoir être excessifs parce qu'ils sont déçus. Mais là, on est vraiment sur des choses qui sont froides, en fait, qui sont liées au patrimoine. Donc, il y a une approche quand même un peu plus cool. Ah, mais ouais, du coup, ce commentaire de je sais plus qui, je l'ai laissé. Je me suis dit, bah, tant pis, allez. J'ai liké, j'ai modifié. J'ai donné la réponse, en fait, finalement. Voilà. Donc, combien? Donc, alors encore, ça dépend si on compte celui de 33. Parce que, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Parce que dans le cœur des Lillois, celui de 33, enfin, on est champion de France, en fait. Oui. Donc, on pourrait dire 5. Mais sinon, oui, c'est 33. Donc, ensuite, 46 avec le doublé Coupe de France championnat. Ensuite, 54. Exactement. Et d'ailleurs, 2 ans après, ils sont relégués en D2. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'ils sont champions de France. 2 ans après, ils sont en D2. Après 2011 et 2021. Donc, c'est ça. Et le prochain, tu pronostiques? Dès que possible, hein. On prend, c'est extraordinaire. Mais après, voilà, c'est difficile avec le PSG Qatari. On sait que c'est dur de. Mais d'ailleurs, on l'a fait. Il faut savoir qu'en 2021,
on est champion devant le PSG de Mbappé et Neymar. Oui, oui, ça bah c'est oui. quand même c'est une vraie grosse perf et ça il faudra pas l'oublier quand même. Attends, mais non, il était là, Messi. Messi, non, il arrivait après. Justement, on les a battus, donc ils se sont énervés, ils ont acheté Messi. Ils ont rien non, il y avait quand même Mbappé et Neymar qui étaient. Ah bah oui, non, clairement. Voilà. Clairement, non, j'avoue. Alors, moi, je vais poser une question qui est pas dans le truc, qui est pas dans la question, c'est alors, faut que je la pose bien, c'est jusqu'à quel niveau on est arrivé en Champions League. Le plus gros, enfin, alors comment je peux la poser? Ouais, notre meilleur perf, quoi. Ouais, là où on est allé le plus loin en Champions League, alors, c'était. C'est en 8e de finale. On l'a fait 2 fois. On l'a fait contre le Chelsea en 2021-22. Ouais. Et on a perdu. Et après, on l'avait fait contre Manchester United. Et ça, il me semble que c'est en 2006-2007. Voilà, 2 fois. Donc c'est déjà une belle perf parce que bon, c'est pas évident en Champions League. Et après, notre meilleure perf européenne, donc toutes les Coupes d'Europe réunies, c'est là, il y a quelques semaines, en fait, contre Aston Villa, en quart de finale de Conference League. Ouais. Mais voilà, on a fait un quart de finale européen. Alors, on aurait aimé faire plus, on aurait pu faire plus. Malheureusement, le sort, on a décidé autrement. Mais en tout cas, c'est la meilleure perf du LOSC en Coupe d'Europe. Ok, très bien. Alors ça, je sais pas si tu le sais, je pense que oui, en vrai, tout le monde le sait, hein, mais je la pose quand même, c'est une question un peu histoire autre, c'est qui est le plus gros transfert du LOSC? Le montant? Ouais. Alors, parce que nous, en fait, on communique pas sur les montants au club. Ça sort dans les médias, mais nous, en tant que club, on communique pas sur les montants. Je dirais Sanchez, Renato Sanchez, non? Non, tu dirais à combien? Alors, les montants, ça, je pourrais pas dire. Mais Renato Sanchez, en 2, Youssouf Yazidje, mais... Non, apparemment, je savais pas non plus. Apparemment, c'est Joe David. C'est Jonathan David, apparemment, avec 27 millions d'euros en 2020. Ouais, je saurais pas dire. Mais oui, à confirmer, mais en tout cas, c'est l'info qu'on a et moi, ça me paraît plausible, en vrai. Mais je pensais pas que c'était... Alors, si l'info est vraie, je savais pas que c'était aussi proche. Mais oui, c'est possible. Chez moi, voilà, les montants, nous, voilà, comme tu dis, on communique pas dessus, en fait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose... moi, je le lis dans la presse. Mais c'est toujours pareil, un transfert, c'est pas, voilà, je te fais pas un chèque au centime près. Il y a beaucoup de clauses qui peuvent faire augmenter le montant, le faire baisser. Donc en fait, c'est jamais facile de déterminer un chiffre précis, quoi. Oui. Ah, mais ouais. Quels ont été les premiers sponsors du club? Alors les sponsors de maillot, les sponsors maillot. Faut savoir que dans les années 70, c'est là que c'est apparu. Ça changeait régulièrement, mais il paraît qu'à chaque match, en fait, il pouvait y avoir potentiellement un nouveau sponsor. Ah bon? Ouais, ça changeait. C'était pas comme aujourd'hui avec un contrat à l'année. En fait, c'était vraiment, voilà, le mec qui mettait un billet pour un match, et puis le match d'après, c'était un autre qui mettait un billet. Et... D'accord. Ouais. Donc du coup, c'est difficile d'avoir vraiment la réponse à ça parce que. Que t'en as un. Voilà. Alors, il y en a plusieurs. Ouais. Alors le plus connu de l'époque, c'est Peau Douce, mais il est arrivé plus tard, en fait. Premier sponsor, c'est Kaby, non? Exactement. C'est ça, ouais. Jean Gaby. Mais là encore, je suis pas sûr en fait, parce que ça se trouve, il y en a un qui arrive avant, mais on l'a pas su. Non, c'est ça. Il y avait Limonade Pelle d'Or, le constructeur automobile Simca, je connais pas du tout, et le charcutier, Jean Gaby. Ouais. Jean Gaby. Ouais. Bon, ça va. Non, clairement, pas mal. Et celle-là, je l'aime bien. Et je l'aime bien, j'en ai parlé, je suis toujours surpris qu'elle soit aussi proche de nous. C'est quelle est la date de création de l'équipe féminine? 2015. Bah ouais. 2015. T'as le jour exact ou pas? Non. Alors là encore, en fait, on n'a pas en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué. Moi, je sais jamais un oui ou un non. En fait, on ne crée pas en 2015, on ne crée pas la section féminine de A à Z. En fait, on incorpore, on absorbe une équipe existante qui était l'équipe de Templemar Vandeville, voilà, qui était déjà en 2e division à l'époque. Parce que sinon, c'est vrai que si on voulait créer un club, on l'aurait créé en division la plus basse possible. Donc, le temps de monter, ça aurait été très long. Donc il y avait un club de métropole lilloise, donc Templemar, qui avait déjà une équipe. Donc en fait, voilà, les joueuses sont restées les joueuses de Templemar. C'est juste qu'elles ont enfilé le maillot du LOSC plutôt que le maillot de Templemar. Et donc c'est 2015. Donc ça fait, ça fera 10 ans dans un an en fait. Hein. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai. Est-ce que tu as une... Alors, je sais que tu as une anecdote sur ça. Sur la création ? Sur la création, sur quelqu'un de super connu que... Non ? Amandine Henry, non ? Oui. Amandine Henry, oui, c'est Amandine Henry qui est une immense joueuse de football féminin qui est arrivée au LOSC il y a quelques mois, pour une pige pendant quelques matchs. En fait, elle jouait aux États-Unis et là-bas ils ont une trêve en fait, plus longue qu'ici en fait, décalée. Et donc les joueuses en fait, soit elles sont en vacances pendant 3 mois, soit elles gardent la forme. Donc elle voulait garder la forme pour pouvoir participer au JO. Et elle est lilloise, Amandine Henry, elle est née ici en fait, donc elle est venue au LOSC pendant quelques matchs
pour jouer au LOSC. En plus, c'était son rêve, parce que c'est une supportrice du LOSC. Et elle était... ou c'est moi qui me trompe. Elle était pas dans l'équipe de base de l'équipe féminine? Non. Elle est vraiment arrivée en cours de saison. Elle a fait quelques matchs pour apporter son expérience, parce que c'est vraiment une joueuse avec un palmarès fantastique. Et elle a apporté son expérience à l'équipe lilloise. Désolé, j'ai confondu, c'était Rachel Saidi. Alors oui, Rachel Saidi, elle était joueuse au moment de la création. Dès le début, et elle a joué au LOSC et ensuite elle est devenue entraîneur du LOSC. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, il faut savoir, une anecdote aussi rigolote, c'est qu'en fait, la première buteuse de l'histoire de la section féminine en match officiel, qui s'appelait Camille Dolignon, enfin qui s'appelle toujours Camille Dolignon, en fait, c'est la fille d'un ancien joueur du LOSC. D'accord. Qui s'appelait Joël Dolignon, qui s'appelle toujours d'ailleurs Joël Dolignon, qui est toujours en vie. Et voilà, donc c'est rigolo de savoir qu'en fait, que la première buteuse de l'équipe féminine est la fille d'un ancien joueur du LOSC, donc c'est une vraie supportrice du LOSC aussi, donc voilà, c'est marrant. J'avoue. Dernière question justement dernière question de la série et sur l'équipe féminine. Quelle est la meilleure buteuse de l'équipe féminine et avec combien de buts? Alors sur le nombre de buts, je pourrais pas te le dire. La meilleure buteuse, c'est une Belge. C'est une Belge, non? Peut-être. C'est pas Yana Corinne, non? Non. Meilleure buteuse. Non, comme le club est pas non plus super vieux, si je donne des indices, c'est trop facile. Ouais, non, attends, meilleure buteuse, moi j'étais persuadé que ça aurait été elle, mais non. Après, effectivement, à confirmer, mais c'est Noémie Mouchon. Noémie Mouchon? Avec 38 buts. Ah ouais, je suis pas sûr, mais ouais, j'aurais pas dit. Ouais. Donc pour toi, je connais Noémie Mouchon, mais oui. Pour toi, quelle est la meilleure joueuse? Donc, ton avis subjectif, effectivement, subjectif. Quelle est la meilleure joueuse de l'équipe? Enfin, depuis la création, je précise. Alors, la meilleure joueuse au sens carrière, c'est sans contestation d'Amandine Henry, parce que forcément, c'est un peu le Mbappé du football féminin, quoi. Oui, c'est pas tout le même profil, mais bon, voilà, en tout cas, en termes de palmarès, c'est quelqu'un qui. Après, elle n'est pas assez restée longtemps pour avoir vraiment un impact majeur sur le club. C'est difficile, hein. C'est difficile de répondre à cette question. Pour toi, c'est ta préférence, tu vois, tu aurais pu me dire mon meilleur joueur ou mon joueur préféré, c'est Mavouva, par exemple. Meilleure joueuse. Ouais, je répondrais parce que je l'aime bien et que je la connais, je répondrais à Agathe Olivier. Voilà, arrière gauche, que je lui passe un bonjour d'ailleurs. Ça marche. Voilà, c'est pour moi la meilleure joueuse du LOSC. Ok, elle sera contente, je pense. Maintenant, on va passer aux questions des abonnés. Donc, c'est les abonnés qui ont posé des questions sur Insta. Est-ce que ça te va? Allons-y. Vas-y, c'est parti pour les questions des abonnés. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc Boris, voilà. C'est bon. Ça va, j'ai répondu à Boris. Ça va, oui, c'est bon. Alors, je sais pas si tu pourras répondre à celle-là, mais à quand les sièges rouges dans le stade? Ouais, ça c'est la vraie question que les supporters se posent depuis toujours. Il faut savoir que le stade en fait n'appartient pas au LOSC, donc en fait c'est vrai que on peut pas. Mais on a quand même au départ, quand le stade Pierre-Mauroy a été inauguré, les tribunes étaient toutes grises, et on a eu quand même un lettrage LOSC qui arrivait quelques années plus tard, donc c'était déjà un premier pas. Mais c'est vrai que les supporters, je sais qu'ils sont assez attachés à ça, au siège rouge. Mais ouais, ça je sais pas, j'ai pas la réponse. Très bien. Je leur dirai. Question hyper pertinente. Alors, désolé, j'ai pas précisé. Donc, la question du siège rouge, c'était Pierre LPTR. Voilà, donc merci Pierre pour ta question. Question hyper pertinente de Baptiste DCRN. Et je la trouve vraiment très, très, très bien. C'est comment le LOSC arrive tout de même à être une équipe compétitive malgré le budget? C'est une bonne question. Ça tient, je pense, il y a plusieurs, c'est toujours pareil, il y a plusieurs facteurs à ça. Il n'y a pas une seule réponse. C'est tout le monde travaille bien, en fait. Dans le sportif, tout le monde travaille beaucoup. Que ce soit le coach, le staff, les salariés autour, comme d'autres aussi. On travaille tous beaucoup et on travaille tous bien et on essaye de faire mieux que d'autres avec peut-être moins de moyens, en ayant d'autres idées, en fait, en essayant d'être plus disruptif, plus créatif, en fait. Mais c'est sûr que c'est pas évident parce qu'il y a des clubs qui ont des gros budgets, hein, on le sait pas et on le sait pas toujours en fait en tout cas. Mais oui, c'est vrai qu'on performe. Ok, ça marche. Autre question de Piéton Pignon, qui est très connu sur les réseaux d'ailleurs. Donc Aurélien, merci. Alors attention, et là c'est plus une question personnelle. C'est est-ce que tu peux me citer 3 raisons pour lesquelles tu considères que le LOSC est le meilleur club de France? Alors, déjà, est-ce que tu considères que le LOSC est le meilleur club de France?
Bah, meilleur, toujours pareil, selon quel. Bah, selon toi. Selon moi, oui. Oui, selon toi. Oui. Alors non, après, c'est sûr que le PSG a plus de moyens, donc sur le terrain, Oui. le PSG champion de France, c'est pas nous. Quand tu mets toutes les voilà, est-ce que Bah déjà, il faut savoir que sur les 5 dernières années, hormis le PSG, le LOSC est l'équipe qui a la mieux performé en France. ça c'est vrai. Donc voilà, donc ça c'est déjà la preuve Ça, que c'est hors vrai, PSG, donc en retirant le PSG qui est un extraterrestre dans le football français, le LOSC est en tout cas sur les 5 dernières années le meilleur club français. Ça c'est un fait. Ensuite, l'histoire est riche et est vraiment passionnante. Alors je pense que d'autres clubs pourront dire la même chose. En tout cas, moi j'aime vraiment notre histoire. Elle est intéressante. Hein. On en a parlé avec les maillots, avec la fusion, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a ici quelque chose en fait dans ce club, parce que moi là-bas je suis pas de la région, donc je l'ai découvert plus tardivement que d'autres qui sont nés ici, hein, ce club. Et il y a, on a longtemps été, et d'ailleurs on l'a toujours, hein, vu comme un modèle de gestion. D'accord. Un club qui travaillait bien, qui est loin des clubs qui peuvent être très chauds. Il y a une grande phrase qui dit le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Et en fait ça s'applique bien en fait, je trouve au LOSC en fait, c'est qu'on travaille bien, mais sans forcément en faire trop et sans forcément être trop chaud, enfin, comme d'autres clubs du Sud notamment qui peuvent être bouillants et qui peuvent être assez instables. Et donc voilà, ça correspond aussi beaucoup à la mentalité de la région, hein, des gens qui travaillent, qui sont humbles, qui sont modestes et qui bossent en fait simplement. Ok, donc ça c'est la première raison, travailler bien. C'est l'une des raisons, oui, voilà. Après, il en faut combien de raisons ? 3. 3. On a l'un des plus beaux stades de France. Ok. C'est vrai, il faut le dire aussi. Ok, ouais. Très bien. On a plus beau que le Vélodrome ? Pour toi ? Ouais. Ok, Parc des Princes ? Ouais, bah en fait, les stades sont tous différents, mais oui, moi je l'aime bien le stade, en fait, je l'aime. Je l'aime et d'ailleurs, en parlant de ça, l'ambiance a été cette année en tout cas très bonne. Franchement, je sais pas si t'es venu au stade cette année, mais il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Il y a eu, notamment sur la fin de saison, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde, et une vraie passion, et on l'a senti. Et moi, ça fait 15 ans que je suis au LOSC, et c'est clairement la saison la plus bouillante que j'ai vécue. Ouais, vraiment. Ok, depuis 15 ans, depuis 2008. Ouais. Et pourtant, j'ai vécu le titre, enfin le doublé. En 2021, c'était le Covid, donc il n'y avait pas de public malheureusement au stade. Mais ouais, vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que le jeu sur le terrain, et puis il y a eu la Coupe d'Europe, il y a eu des choses aussi qui étaient belles à vivre sur le terrain. Et vraiment, il y a eu des matchs où c'était assez puissant, quoi. Donc ça, bravo, et il faut que ça continue d'ailleurs pour le prochain. Donc c'est ça aussi l'ambiance, et c'est quelque chose d'assez assez intense. Et puis je sais pas, il y a un rayonnement dans la région. Vous allez n'importe où, je sais pas, sur un terrain de foot, je sais pas, à Ronchin, à Vambrochy, je ne sais où, vous allez croiser des enfants avec des maillots du LOSC. Donc on sent vraiment que c'est le club de la métropole, le club de la région. Et beaucoup de jeunes générations s'identifient à ce club-là, et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui prend, quoi. Donc c'est aussi une raison en plus. Voilà. Ça marche. Ça en fait 3. Ah, donc attends, première c'était on bosse bien. Deuxième, enfin vous bossez bien, parce que moi je bosse pas au LOSC. Donc vous bossez bien, donc bonne gestion, etc. Deuxième, le stade. Et troisième, l'ambiance. C'est ça ? C'est ça. Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup. Nickel. J'espère que tu as passé un super moment avec nous. C'était super, c'était cool. Et toi, j'espère que toi aussi. Oui, non, franchement, j'ai appris les choses. Moi, ce que je retiens, alors ce que je ne savais pas, c'est vraiment ce côté rugby-foot. Ah ouais, clairement, c'est ce que je retiens. Clairement, et d'autres choses dont on va parler, j'espère, dans les vidéos, etc. Mais non, c'était super cool et j'espère en refaire d'autres avec, justement, qui tu verrais comme invité pour ce format dans la région, que ce soit, tu peux dire n'importe qui. Ouais. Comme ça peut être une mairie, ça peut être quelqu'un, ça peut être un personnage historique, tu voudrais, bref, ça peut être n'importe quoi, un hôtel, voilà. Ouais, alors après ça dépend aussi des réseaux que tu peux avoir. Moi j'aimerais bien avoir des gens connus de la région, des chanteurs de la région, des acteurs de la région. D'accord, ok. Moi j'aime beaucoup Bruno Dumont. Je connais pas du tout. C'est un réalisateur, c'est Bruno Dumont, je sais pas si c'est Bruno son prénom, qui est un réalisateur qui a fait pas mal de films sympas, assez originaux. Hein, j'aimerais bien que tu puisses l'interroger. Ok, Bruno Dumont. Je regarderai ça. Parfait, merci beaucoup Maxime. Merci à toi, merci pour l'invitation. C'est moi, et merci, et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, et n'hésitez pas non plus si vous avez des personnes à recommander qui bossent, que ce soit, par exemple, forcément on aimerait bien avoir quelqu'un de la région, de la MEL, du RC Lens. J'aimerais bien avoir quelqu'un du RC Lens. Ce serait très très bien, en vrai, pourquoi pas, pour raconter justement de l'histoire du club qui est aussi... pareil, j'ai feuilleté quelques livres sur l'histoire du club de Lens. Il est pareil, c'est une histoire qui est riche aussi, hyper riche, histoire de mineurs, etc. Donc je trouve ça hyper beau, et je trouve que le Nord surtout, mais en fait on a beaucoup d'histoires qu'on ne connaît pas. En fait, c'est toujours et ça c'est depuis que je fais des rubriques un peu histoire pour un peu le raconter.
chaque fois j'ai des brides d'histoire. Tout le monde connaît l'histoire du Nord, mais personne ne la connaît réellement. C'est-à-dire que tout le monde a ces petites brides. On me dit, ah bah ça c'est bien, ça c'est ça. Et en fait, personne ne connaît. Personne ne connaît tout. Et je trouve ça dommage. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, justement, parce que tu parles du RC Lens, c'est de l'histoire qui est riche. Alors, au-delà des rivalités qu'on peut avoir entre Lillois et Lensois, mais qui est continuité, d'ailleurs, voilà, bon, faut qu'elles restent saines, mais elles existent. Mais en fait, c'est une chance aussi d'avoir deux clubs comme ça proches et importants en France, puisque ça fait des derbys, ça fait les semaines de derby, en fait, on est tous contents, on a tous forcément un collègue, un copain, un cousin qui est Lensois. Et c'est ça aussi, cette chance qu'on a, c'est d'avoir des matchs qui vont captiver une région entière. Par exemple, je prends l'équipe de Strasbourg, dans leur région, ils n'ont pas de rivaux, en fait. Et ça, j'en parlais, je connais quelqu'un qui bosse au RC Strasbourg qui me disait, en fait, voilà, nous, on n'a pas de derby, on n'a pas tout ce storytelling qu'on peut créer autour d'un derby. Et donc, voilà, au-delà des rivalités, même si, évidemment, les Lillois vont pas forcément aimer les Lensois et inversement, on a la chance d'avoir ça chaque année. Et c'est toujours un bon moment pour la région d'avoir le derby, quoi. Non, c'est clair. C'est parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Maxime. Merci à toi, merci à tous. C'est bon. Salut, à la prochaine. Tchuss.